Donc, Merveille, c'est à toi. Tu as donc 20 minutes pour exposer ta thèse professionnelle. C'est à toi. 25. 20, 25, 25 maxi. D'accord, merci. Mais du coup, merci pour la parole accordée, merci pour votre présence. Donc, du coup, je vais vous présenter les travaux relatifs à ma thèse professionnelle, donc qui s'intitule Utilisation des drones comme étape intermédiaire pour la cartographie de la végétation à l'échelle nationale, donc en prenant l'exemple du Sénégal. Et du coup, cette présentation va s'articuler autour de 6 points. Donc, tout d'abord, nous allons parler de l'organisation du projet, puis de la conduite de ce projet. Et ensuite, on parlera d'une introduction, de la méthodologie, des résultats et discussions. Et enfin, nous allons conclure et annoncer certaines perspectives. Alors, il faut dire, en ce qui est de l'organisation de ce projet, donc nous avons scindé ce projet en différents lots, donc à savoir la co-coordination et le pilotage du projet, la revue de la littérature, les traitements et choix des données à prendre en compte, l'analyse des données, puis ensuite le dernier lot, donc la rédaction de ces tests professionnels, la production, puis la vulgarisation des résultats le cas aujourd'hui. Et ensuite, ce qui est de la période de ce projet, donc le projet a été mené donc du 1er avril au 30 septembre 2022, et ici à Montpellier, mais aussi à Dakar, au Sénégal. Alors, donc, de grosso modo, donc ce projet a été mené dans le temps imparti, en tout cas, et on a pu réaliser toutes nos tâches suivant ce calendrier-là. Et en ce qui est de l'introduction, alors, nous allons dire que voilà que les plantes sont une composante importante des écosystèmes. Et dans des écosystèmes de type aride et semi-aride, tels que le Sénégal, en gros, ces plantes sont fortement influencées par le climat. Et donc, nous avons la coexistence des formes herbacées, mais aussi ligneuses. Et ce climat donc joue un rôle important dans l'organisation de ces plantes. Ainsi, pour le cas du Sénégal, du nord au sud, nous pouvons voir un gradient assez intéressant dans la répartition des formes ligneuses, où effectivement la densification des formes ligneuses se fait en allant du nord au sud. Et cela est dû en partie au régime climatique. Alors, donc, ces plantes-là sont importantes et participent à plusieurs besoins tels que la nutrition du bétail et bien d'autres. Et face à ces besoins-là, donc, il est important de pouvoir évaluer, disons, la couverture ligneuse, la biomasse ligneuse, les stocks de carbone, mais aussi la biomasse herbacée qui effectivement à prendre en compte pour avoir des estimations beaucoup plus intéressantes. Et il faut dire que ces dernières années, avec l'arrivée des technologies de la télédétection, en gros, des études ont été menées pour pouvoir cartographier cette biomasse à des échelles, on va dire, globales. Mais seulement, ces approches-là ont eu la faiblesse de réaliser des cartographies à résolution spatiale plutôt grossière. Mais actuellement, avec la venue de cartographie de très haute résolution, avec l'utilisation des drones et autres, on a pu augmenter cette précision-là en prenant notamment en compte l'hétérogénéité spatiale, que ce soit à l'échelle locale ou encore globale. Et donc, sur cette image, nous pourrons voir que les données de terrain couplées aux données drone peuvent effectivement prendre en compte cette hétérogénéité à l'échelle locale, mais et après faire un changement d'échelle en utilisant des images des images satellites qui couvrent des zones un peu plus intéressantes. Et donc, pour ce projet, donc, nous sommes intéressés à explorer le potentiel des images drones, donc à très haute résolution, pour la caractérisation de la végétation à l'échelle nationale. Alors, pour cela, nous nous sommes fixés deux objectifs spécifiques, à savoir
la production d'une carte de biomasse nationale pour l'année 2020 en utilisant des images drones vraiment comme une étape intermédiaire entre le terrain puis les images satellites de type Sentinelle-2. Et ensuite, nous avons donc décidé de comparer la carte biomasse produite avec celle produite par le Centre de suivi écologique de Dakar, qui est effectivement l'institution qui est chargée de la production des cartes biomasse du Sénégal. Alors, pour commencer cette partie de la méthode, donc nous vous présentons notre zone d'étude. Alors, sur cette carte, nous pouvons voir en bleu. En bleu ici, donc, ce sont les sites que nous avons pu échantillonner dans ce projet. Et en rouge, ce sont donc les sites échantillonnés par le Centre de suivi écologique de Dakar. Et donc, nous pouvons ensuite voir que le Sénégal est caractérisé par deux zones climatiques majeures. Donc, la zone sahélienne qui s'étend, on va dire, du nord vers à peu près le centre, et puis la zone soudanienne qui se situe au sud et où voilà, la pluviométrie est plus abondante. Et le nombre de sites échantillonnés au courant de cette étude-là est de 45. Donc, il faut noter que ces campagnes de terrain ont été faites en 2020 et ces campagnes donc, ont pu couvrir le nord et le sud Sénégal. Et donc, de façon pratique sur le terrain, il y a eu deux types de données principalement qui ont été récoltées, à savoir les données sur les herbacées puis les données sur les lignes. Donc, en ce qui est des données sur les herbacées, on va dire que 1 à 3 mesures par site a été faite, donc sur des carrés d'un mètre carré. Donc, on a prélevé de la strate herbacée, et donc la masse fraîche et la masse sèche a été mesurée. Et ensuite, les données ligneux, donc un maximum de 4 arbres a été sélectionné dans chaque site, et les paramètres tels que le diamètre de la couronne, la hauteur et la circonférence a été pris en compte. Alors, donc, le type de drone utilisé, en gros, c'est un drone low cost de type Anafi, qui a servi en effet de prendre des images sur le terrain. Et les produits dérivés, donc c'est vraiment un type, c'est un drone avec un capteur RVB et voilà un capteur standard. Et les produits dérivés sont donc un modèle numérique de surface, un modèle numérique de terrain et puis un modèle de la canopée. Et donc ces images nous ont permis ensuite de calculer les quelques indices spectraux qui ont effectivement été intégrés pour estimer la biomasse qui ont été intégrés à notre modèle. Alors, donc après cette phase-là, donc nous avons pu récolter aussi des images sentinelles. Et ces images sentinelles sont principalement de deux types, parce qu'il y a deux types de traitements qui ont été faits, à savoir des images de mosaïque mensuelles sur lesquelles nous avons calculé des indices spectrales mensuels, mais aussi une image composite allant de la période on va dire globalement de juin à décembre. Et sur cette image composite, nous avons également calculé les indices spectrales. Donc les indices spectrales calculés, c'est le NDVI, le MSAVI et le MTVI MTVI2 sur les images sentinelles. Alors, de manière pratique, donc, nous avons en premier temps, donc, avec des images RGB, modèle numérique de terrain, MNS et CHM, nous avons recalé certaines images qui ont été plutôt mal géoréférencées. Il a fallu faire un travail de recalage. Et ensuite, nous avons appliqué un seuillage. Et ce seuillage, en fait, nous a permis de pouvoir séparer nos différentes strates. Donc, la strate herbacée de la strate arborée. Et alors, une fois cette séparation a été faite, en fait, nous avons donc calculé nos indices, les indices spectrales choisis, et aussi nous avons pu extraire les auteurs des différentes strates. Et ensuite, ces données couplées
aux données terrain qui ont constitué donc notre base d'entraînement a été donc utilisé pour effectivement construire notre modèle qui a été fait principalement sur R en fait. Et nous avons utilisé deux modèles, à savoir une régression random forest pour la biomasse herbacée, puis une régression stepwise pour la biomasse foliaire arborée. Et on dira pourquoi ce choix un peu plus tard. Et donc, une fois fait cela, nous avons donc produit nos cartes biomasse, mais à partir des images sentinelles. Et ensuite, il y avait une troisième phase qui est là, la phase de changement d'échelle. Et ce changement d'échelle a été fait en faisant une calibration entre les indices de végétation Sentinelle-2 et les valeurs de biomasse obtenues à partir des images drone. Donc ici, nous avions décidé de prendre en compte uniquement l'image composite parce que les mosaïques mensuelles posaient des problèmes à cause de la présence de nuages qui nous a rendu la tâche pas du tout facile. Alors, une fois que ces extractions faites et ces calibrations faites aussi, nous avons donc fait, nous sommes donc amenés à faire un choix d'indices pour pouvoir justement intégrer à notre modèle et produire la carte. Et donc, ce choix d'indices de végétation à partir des images sentinelles a été fait. Et ensuite, nous avons produit notre modèle final qui était également une régression stepwise. Et c'est ce modèle qui nous a donc permis de produire une carte biomasse à l'échelle nationale du Sénégal. Alors, donc une fois cette carte biomasse produite, donc la carte de 2020, il était donc question de comparer cette carte aux données du CSE. Il faut dire que par exemple le CSE a une procédure de terrain beaucoup plus lourde lors de leur campagne, des ressources humaines importantes, mais seulement à l'inconvénient, c'est donné à l'inconvénient de couvrir partiellement le Sénégal. Et versus nos données, en fait, la procédure de terrain elle est beaucoup plus légère parce que en ayant le drone, on va dire, on va beaucoup plus vite et les campagnes sont beaucoup plus courtes, les campagnes de terrain, mais aussi la couverture à l'échelle nationale, elle est plutôt, disons, on va dire, elle est plutôt effective. Alors, voilà, nous vous présentons donc nos résultats. Et donc ici, nous avons donc la biomasse totale issue des images drones. Alors nous pouvons voir que de manière générale, il existe une variabilité assez importante entre les biomasses de nos différents sites obtenus au sud, mais aussi au nord. Et il faut dire que cependant, la biomasse est beaucoup plus importante au nord, avec environ 361 grammes par mètre carré contre 179 grammes au nord. Donc, il faut aussi noter que pour ce qui est des indices mensuels, ici par exemple, on présente les indices mensuels d'un côté, mais aussi la calibration de ces indices avec des images comptes. Nous pouvons avoir la même tendance dans ce sens où les indices de végétation sont beaucoup plus importants au sud qu'au nord. Et pour nos calibrations, donc, l'image qui est à droite, nous pouvons dire que les calibrations entre la biomasse obtenue à partir des images drones et les indices spectrales de Sentinelle ont plutôt été bonnes. Ça tournait autour de 0,60 comme R carré en fait, mais la limite, disons la présence des nuages nous a carrément poussé d'aller vers des indices de végétation en utilisant l'image composite au lieu des mosaïques mensuelles. Alors, donc voilà notre carte de biomasse. Il faut dire que donc les résultats que nous avons obtenus, on a pu obtenir une carte de biomasse avec une moyenne environ de 2506 kg par hectare, et que la biomasse est beaucoup plus importante au sud, donc dans la zone, on va dire dans la zone soutanienne en fait, et que cette biomasse-là
a été estimé en prenant que deux indices, donc à savoir le NDVI et le MSAVI. Bon, même si le R carré de ce modèle il est plutôt faible, hein, bon, il est plutôt de 0,50, mais ce qui est déjà intéressant vu la nature de données que nous avions à disposition. Et donc, ici, nous, on ne pouvait pas appliquer les modèles de Random Forest parce que à certains endroits, la segmentation des couronnes était difficile. On se retrouvait avec des couronnes très énormes, ce qui a fait que le modèle Random Forest était impossible à être utilisé. Et aussi, une des limites au modèle, par exemple, c'est de ne pas avoir la bande proche infrarouge pour les images, pour nos images. Alors du coup, ici nous avons donc les valeurs de la biomasse. Donc c'est la carte réalisée par le CSE pour la même année. Donc nous pouvons voir que la moyenne nationale est beaucoup plus importante que la moyenne que nous avons obtenue, 3256 en fait. Et la comparaison faite entre la carte de la biomasse et la carte et notre carte à nous montre en fait que les valeurs que sur cette carte à droite, les valeurs en jaune et en rouge, les zones en jaune et en rouge sont en fait des zones où nos valeurs sont supérieures à ceux du CSE. Et les valeurs en vert et en bleu sont des zones où les valeurs du CSE sont supérieures à nos valeurs. Et nous pouvons constater que c'est principalement au sud que les valeurs du CSE sont plus importantes que les nôtres. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, en prenant d'abord en compte la répartition des sites des données. On peut voir que les sites de CEC sont principalement localisés au nord et donc les modèles appliqués peuvent poser certains problèmes sur l'extrapolation du modèle linéaire, notamment avec des biais par approximation et autres. Mais aussi, il faut dire que nous avons rencontré certaines faiblesses comme des problèmes liés à la segmentation de notre strate arborée, mais aussi la présence des nuages qui a fait que nous allions finalement sur une image composite. Et donc, nous voilà donc en conclusion. Donc, il faut dire que la potentialité donc des images drones elle est effective en effet pour estimer la biomasse à l'échelle nationale, mais aussi car elle prend en compte l'hétérogénéité spatiale, qu'elle soit locale, mais aussi permet de prendre l'hétérogénéité globale. Et le changement d'échelle peut être très intéressant parce que des calibrations plutôt bonnes ont été observées entre des indices spectraux des Sentinelle-2 et des valeurs de biomasse produites par les images drones. Mais il sera par exemple intéressant d'ajouter, pour ces drones, d'ajouter des capteurs de type multispectraux ou même LIDAR aussi pour affiner nos modèles, d'utiliser des images de type planète qui peuvent être assez intéressantes vraiment pour ce type d'exercice-là. Et puis, pourquoi pas estimer la biomasse foliaire par la méthode Placette, c'est ce que d'ailleurs nous avions commencé à faire parce que la méthode que nous avions utilisée, c'est plutôt la méthode à l'échelle individuelle de la cour. Et aussi, enfin, faire des modèles de biomasse en utilisant un modèle spécifique pour le nord et le sud pour voir effectivement à quelle mesure le modèle peut être performant. Donc, voilà, nous vous remercions. Merci pour cette présentation. Donc, tu as parfaitement tenu les délais. Ah, Je vais passer la parole au rapporteur, alors dans l'ordre que vous souhaitez. Hein. Allez. Très bien. Merci beaucoup, Merveille, pour cette présentation. J'ai trouvé que déjà la présentation orale restituait bien le manuscrit. Hein, j'ai retrouvé, il n'y a pas eu de mauvaise surprise ou c'était bien détaillé certains aspects que peut-être j'attendais un peu plus dans le manuscrit. Donc c'est très bien d'avoir profité de l'oral pour compléter le manuscrit que tu as fait pour la thèse. Tant que j'en suis aux félicitations, bravo pour avoir fait cette appropriation de méthode. C'est jamais facile. Du coup, dans les écoles, je viendrai aussi sur un aspect
ce point-là, mais déjà, tu as dû quand même, tu as fait un travail de télédétection, de télédétecteur, donc bravo à toi, c'est très bien. Tu fais honneur à la NTD. Je pense que tu as pu mettre en œuvre pas mal de techniques géospatiales que tu as vues dans ton master. Peut-être on pourra en discuter aussi sur ce que tu as mobilisé comme connaissances, ce que tu aurais aussi peut-être pu mobiliser, si tu avais plus de temps ou plus de moyens. Alors, je sais pas, je vais juste essayer de pas trop parler. Donc, je vais en revenir peut-être à quelques questions. Déjà sur l'aspect projet, parce que je pense que c'est une dimension importante dans le master SILAT. Vous êtes des chefs de projet, donc vous êtes amenés à gérer des ressources et du temps. Moi, il y a une dimension que j'ai pas bien identifiée dans travers le manuscrit, c'est le travail de terrain. Donc, tu es allé au Sénégal, donc c'est très bien. Comme ça, tu as pu voir in situ un peu les objets géographiques que tu manipules. C'est toujours bien pour un télédétecteur de se faire une idée et d'avoir l'image réelle dans l'œil quand on regarde après les images de télédétection. Et est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce que tu as fait du coup au Sénégal, combien de temps ça a duré et en quoi ça a apporté? Parce que Donc, disons que j'ai passé 2 mois au Sénégal en fait, et j'étais principalement au labo, malheureusement. En gros, les campagnes de terrain ont été faites entre 2019 et 2021. Donc, moi, je suis allé entre mars et juin, avril et juin 2022. Donc, on va dire que les campagnes de terrain ont été déjà réalisées et les données étaient, disons, déjà prises en fait. Donc, ce que j'ai fait principalement, c'est d'abord de m'approprier des différentes données et aussi de la réalité du terrain pour pouvoir me mettre en condition. Mais sinon, la partie terrain, j'ai malheureusement pas participé parce que elle a été déjà faite il y a. elle était antérieure, elle était en 2020 dans la campagne terrain, c'est ça? Pardon. Elle était réalisée en 2020? Oui. Et du coup, quelles ont été tes interactions sur place? Quels partenaires tu as rencontré? Des scientifiques essentiellement, mais aussi des personnes du CSE, ou des acteurs un peu des appuis aux politiques publiques, des gens qui mettent en place les méthodes? Donc, en fait, il faut dire que mon commanditaire est expatrié au Sénégal, en fait. Donc, c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il fallait aller pour avoir une bonne interaction et autres. Mais aussi, sur place, on a rencontré différents acteurs, parmi lesquels des chercheurs du CSE, avec lesquels nous avons interagi aussi pour voir quelles étaient les méthodes qu'ils utilisaient pour produire leur carte, en fait, et quelles pourraient être des éventuelles pistes d'amélioration, dans la mesure que eux, en fait, ils sont très axés sur les campagnes de terrain, mais ne couvrent pas totalement le Sénégal, et que nous avions donné en couvrir le Sénégal, bon, même si ce sont des types de données de drone low cost, mais déjà avec ce type d'image, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour effectivement améliorer. Est-ce que tu as eu l'occasion de leur restituer ton travail à ces acteurs-là? Est-ce que tu as pu capter leur réaction? Est-ce que tu as vu un intérêt ou une matière, une perspective à collaboration après? Oh, oui, en fait, il y a 2 semaines, il me semble, j'ai fait une présentation. Donc, il y a les acteurs aussi du CSE et autres. Du coup, on a effectivement échangé sur ça. Et possiblement, je sais pas, peut-être que si Simon le confirmera, qu'il y a effectivement des pistes de collaboration pour pouvoir améliorer. Très bien. Alors peut-être deux, trois aspects un peu plus techniques. Moi, j'ai pas bien compris l'étape de segmentation des couronnes. À quel moment c'était fait, avec quels outils? Je sais pas si. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas été attentif. Tu l'as détaillé. En gros, pour les segmentations de couronnes, en gros, ce que nous avions fait, c'est que nous avions utilisé le modèle d'auteur de la canopée, en fait, et du coup, en appliquant le seuillage, donc en prenant image, donc en faisant le cas par cas, c'est-à-dire pour cette image-là, si on appliquait par exemple un seuillage de 1 mètre, est-ce qu'on pourra totalement extraire la couche herbacée? Et quand c'était pas très bien fait, il fallait le recalibrer. Donc, les céréales pouvaient aller de 1 mètre à 2 mètres en fonction des zones. Au sud, on allait un peu plus haut parce que voilà, les herbes à certains endroits étaient un peu. Là, on parle bien d'un sillage vertical.
Oui. Et cet aspect-là, il m'a un peu manqué dans le rapport, parce que il me semble, ça fait de ma part, que le seuillage, il apparaît que dans la figure de 1 mètre qui a été retenu. Est-ce que ça a été retenu pour l'ensemble de la cartographie du Sénégal, ou est-ce qu'il y a eu un gradient de seuillage, comme tu viens de le décrire? Ouais, en fait, il a été fait pour toutes les images rondes. Alors, peut-être que tu vas expliquer, est-ce qu'il y a un seuillage unique de 1 mètre pour toutes les cartes? Pas pour toutes les cartes. En fait, il y a des cartes où on prenait 1 mètre. En fait, il y a des images où on appliquait 1 mètre. Il y a certaines images où il y a 1 mètre 550. Tout dépendait vraiment de la nature de chaque image. Et si on est bien d'accord, selon le seuillage que tu mets, ça change la formule, parce qu'on ne s'oriente pas vers la même formule de calcul pour la biomasse. Non, en fait, ça ne change pas la formule dans le sens où ça permet tout simplement de séparer la strate herbacée de la strate. Mais c'est pas le même modèle pour la strate herbacée que pour la strate ligneuse. Non. Du coup, ça change bien le calcul à la fin, parce qu'on n'a pas la même régression. Ouais, en gros, une fois que quand l'on a notre strate herbacée, on utilisait un modèle dans Forest. Et pour la strate arborée, on a utilisé une régression stepwise, en fait, tout simplement parce que on s'est retrouvé à certains endroits, en fait, avec des couronnes beaucoup trop grosses parce qu'il y avait une fusion de couronnes. Et comme le modèle Random Forest, donc dans les données d'entraînement avec le modèle Random Forest, si on a un certain seuil de valeur, en fait, par exemple, si la valeur maximale est de 50 et que dans notre donnée, pour faire la prédiction, on a des valeurs à 100 et 200, ben, en gros, le modèle Random Forest, il marche assez mal parce qu'il n'arrive pas à faire des extrapolations. Voilà, on est allé vers une régression stepwise pour le modèle. C'est effectivement ce qui mettait en discussion, que tu citais un article de blog, je crois, qui disait que le modèle Random Forest n'était pas bon si on n'avait pas capté les extrémas de la distribution. Et du coup, qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas capté les extrémas de la distribution finalement? Ça, c'est une question d'échantillonnage, peut-être? Oui, c'est une question d'échantillonnage parce que, en gros, les données de terrain ont été prises en mesurant les diamètres de courants d'arbres, mais dans la mesure où notre segmentation arrivait à certains endroits à mal segmenter les arbres, donc on se retrouvait avec un polygone en fait qui au final qui regroupait 5 couronnes en fait, et ça faisait trop. Alors, ouais, peut-être c'est des aspects qui, enfin, ça aurait été intéressant de mettre un peu plus en avant, c'est l'analyse de sensibilité par rapport au seuil, parce qu'elle est vraiment passée, selon moi, sous silence. Moi, en tout cas, je l'ai pas vue, et elle a une conséquence importante sur la méthode, qui peut même arriver à un moment, presque à un blocage, hein, que tu décrivais, d'arriver à identifier de manière unitaire les couronnes, parce que sinon, tu te retrouves, en fait, tu appliques un modèle beaucoup trop gros, c'est comme s'il y avait, j'imagine, un arbre énorme à la place, si tu captes les deux couronnes. Il y avait ça, et sur les aspects nuages, c'est un peu basé sur silence. Bon, on se doute que c'est la zone intertropicale, c'est très compliqué, bien sûr. C'était dû à l'époque d'acquisition, parce qu'on était sur la période pluvieuse, là. Oui, en gros, donc, mais c'était dû à la période d'acquisition, c'était principalement donc, en saison 2. Ouais. Donc, les nuages étaient très importants et autres. On a produit une première carte qui ressemblait à rien, en fait. Et du coup. Et pour les masques nuages, vous avez utilisé quelle méthode, en fait, pour les identifier? Alors, pour les masses nuages, donc, le travail était fait sur Google Earth Engine, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait principalement, c'est que j'ai utilisé la couche masque de nuage en fait. En gros, ce que j'ai tout simplement fait, j'avais retiré les images mais pour avoir en gros des valeurs montantes dans des zones où il y avait des nuages géants. Tu t'es retiré, c'est sur un critère manuel, ou tu avais une méthode automatique? Oui, il y a une méthode. C'est une méthode qui est implémentée dans Google Earth Engine. Oui, Tu te rappelles un peu comment elle fonctionne, ou son nom, simplement? Alors, alors, si je dis pas de bêtises, c'est voilà. Je ne dirais pas de bêtises, mais je pourrais vous faire parvenir le nom du. Savoir si tu l'avais en test. Savoir si c'est tout corps ou non. En gros, c'est vraiment une couche qui est implémentée aux différentes bandes des images
son Sentinel-2 avec Google Earth Engine, on le fait assez facile. Oui, parce que tu orientes assez vite vers d'autres capteurs en perspective, avec Planète notamment. Tu penses que ça résoudrait le problème de nuage? Peut-être bien, oui, parce que de ce que j'ai pu voir des images planètes, c'est assez intéressant en fait. Et j'ai pu voir certaines ces études qui effectivement avec des images planètes arrivaient à résoudre le problème en fait. Et vu que la résolution spatiale est assez bonne, du coup, je m'étais engagé pendant beaucoup de temps sur cette voie parce qu'il y avait un moyen d'utiliser, il y a un moyen d'utiliser des images planètes à partir de Google Earth Engine, en fait. Je ne l'ai pas encore trouvé. Et le critère, donc, c'est la résolution spatiale, selon toi, de planète qui ferait qu'on va mieux résoudre les difficultés techniques? Non. Il n'y a pas un autre critère sur c'est surtout la présence des nuages, en fait. Est-ce que peut-être c'est parce que planète, on peut avoir une résolution temporelle beaucoup plus fine? Oui, c'est peut-être pour ça. Juste, oui, alors peut-être un écueil qui, moi, mais c'est normal parce que tu as appris une technique et qui a été publiée finalement. Moi, il m'a manqué un peu des références à la publication parce qu'il y a pas mal de figures en annexe notamment ou autres qui viennent directement du travail de Simon Togourdeau, pardon, j'ai fait procher son nom. J'aurais peut-être eu besoin qu'on démêle un peu mieux ce qui venait de la publication, ce qui avait déjà été fait, de ton propre travail. Parce que des fois, on voit un peu là, c'est un peu fusionné les deux. Quand on va lire la publication, ben, forcément, on comprend mieux, on fait mieux la part des choses. Mais peut-être ça, il faut bien clarifier. D'accord. Et quitte aussi à peut-être, toi, ta valeur ajoutée aussi, apporter un peu d'explication, notamment s'il y a des acteurs impliqués qui n'ont pas forcément connaissance des méthodes de télédétection, de justifier un peu les méthodes. Alors, tu as essayé de faire en discussion un peu, hein, de justifier pourquoi on recourt à du machine learning, mais il y a peut-être d'autres méthodes statistiques aussi hein, qui peuvent apporter la connaissance. Donc ça, il y a au moins une petite présentation de l'algorithme stepwise, pareil pour random forest, hein, voilà, de faire la démarche un peu, d'être un peu un passeur scientifique, surtout qu'il y a des acteurs de terrain. Et, vu que j'arrive à 10 minutes, hein, je vais pas faire beaucoup plus long. Juste en perspective, mais tu l'as déjà assez bien dit, je trouve, est-ce que tu penses qu'on pourra arriver à remplacer un peu les méthodes de terrain ou à faire un couplage qui fait que les méthodes de terrain, finalement, viennent servir l'approche de détection, mais peut-être tu me vois venir à terme d'arriver à remplacer un peu ce très coûteux travail de terrain. Je pense que c'est envisageable. Qu'est-ce qui me manquerait finalement pour faire ça? Alors, remplacer, non, je ne pense pas, mais plutôt, on va dire que c'est un genre de compensation, en fait, où les méthodes de télédétection et autres vont effectivement permettre de, de faire des études à des échelles beaucoup plus grandes, ce qui serait difficile à faire avec des équipes terrain parce que c'est chronophage en termes. Déjà, ça prend beaucoup de temps, mais aussi ça demande beaucoup de ressources en fait. Donc déjà, en faisant des grandes campagnes de terrain à certaines zones, en fait, je pense que la télédétection va venir ajouter une dimension spatiale qui va être beaucoup plus intéressante et avoir des résultats à des échelles beaucoup plus grandes et mieux s'approprier du terrain. D'accord. Oui, juste pour conclure, c'est vrai que tu montrais la comparaison des cartes hein, entre la carte que vous avez produite à partir de Sentinel et la carte du CSE. Et tu disais que vous surestimez ou sous-estimez, mais finalement, quand on voit l'échantillonnage du CSE, on se dit que par exemple dans la partie sud, c'est quand même plutôt là, ils sont vraiment ils ont plus de points d'acquisition de terrain, il me semble. Je sais pas si tu as la figure, je crois que tu l'as pas montré ici, mais c'est ta figure 10 de ton rapport. Là, ouais, c'est pas grave. Je pense que oui, tu étais en train de partager. T'as fait une boucle infinie là sur le. Non, retourne sur le deuxième écran, tu passes en diaporama. Ouais, ici. Ouais. F5, sinon, c'est bon. Ouais, on peut douter que ce soit finalement la méthode scientifique qui sous-estime en bas parce que si on regarde bien hein, dans ta figure 10, il n'y a pas de poids en fait hein, d'acquisition. Et la Casamance, n'en parlons pas, il n'y a rien du tout. Alors, pour difficulté d'accès terrain, j'imagine. Mais c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la télédetection sur toute cette zone sud. Et en plus, c'est a priori là qu'il y a eu plus de biomasse en fait. Peut-être voilà une complémentarité aussi
un gradient peut-être aussi. Voilà, je ne prends pas plus de temps. Merci beaucoup, Merveille, pour ce travail. Et bonne continuation. Ok. Alors, bravo pour ce travail aussi. Moi, je ne vais pas discuter des télécom si j'en suis bien capable, même si je suis bien conscient d'être dans la maison de la télédétection, mais voilà. Alors, bravo déjà parce que moi, j'ai l'impression d'avoir tout compris dans le rapport, avec la présentation un peu, donc ça me paraît très clair. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc j'en suis resté au niveau universitaire. Donc, je ne suis pas capable de juger, mais je pense que le rapporteur second est bien calé là-dedans. Moi, j'avais dit, alors, il y a eu des compléments dans ta présentation qui sont intéressants. Très bon choix de diaporama et de photos issues de drones, j'imagine, qui sont magnifiques. C'est très bien. Sur le drone, tu as complété dans ton diaporama, mais effectivement, moi, dans le rapport, il me manquait un peu le contexte drone. On parle de drone low cost. Voilà. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus décrit. Les choix qui ont été faits. Alors, on comprend que c'est des choses sur lesquelles je pense que tu n'avais pas la main. C'est des campagnes de drones qui ont été faites avec un choix de drone. Les équipes d'ailleurs, qui sont les opérateurs de ce drone sur le terrain? Alors du coup, il y a un pilote drone, donc à l'ISRA, donc à l'Institut sénégalais de recherche astronomique, où j'ai passé mon séjour pendant ce moment. Et donc c'est lui qui est principalement chargé des campagnes drones, mais il est aussi Simon, donc mon éditeur. Bon, on le comprend, mais c'est pas décrit dans ton rapport. Je sais pas s'il y a une raison pour ça, mais voilà. Pareil, j'imagine qu'en nombre de jours travail terrain, c'est assez conséquent. J'ai pas trop d'infos non plus. Le choix technologique, on comprend bien, c'est du drone low cost, donc on cherche un mix entre accessibilité et côté pratique aussi et qualité du rendu, trouver quelque chose de à la fois pas cher et suffisant pour faire le travail qu'on veut. Mais voilà, j'aurais plus décrit. C'était par rapport au drone, j'ai noté quelques copies sur le rapport. Sur la télédétection, je suis bien capable de dire quoi que ce soit. À part Dior, ça veut dire. Ça veut dire merci. On se dédoutait, mais. C'est Dieu, du radio. Wow. Bon, merci au rapporteur pour leurs remarques. Alors, je vais m'orienter vers à la fois le commanditaire et le tuteur projet, Samuel, qui sont en ligne. Alors, peut-être passer la parole à Simon, commanditaire, qui a encadré Merveille durant cette mission. Simon, voilà, on te voit à l'écran. Ouais. Oui, et donc du coup, comme les remarques ont été faites, oui, les campagnes terrain ont été faites avant. Merveille n'a travaillé sur la partie télédétection, donc il est venu au Sénégal surtout parce qu'il est là-bas, il a bien dit, mais ça lui a permis aussi de rencontrer les gens qui avaient fait le terrain avec moi, parce que du coup, l'équipe d'étudiants qui avait fait le terrain avec moi en 2020 était encore dans les locaux. Donc ça a permis d'avoir des échanges avec lui. Donc voilà, il faut aussi dire que moi je ne suis pas du tout spécialisé télédétection, c'est-à-dire que toute la partie télédétection, Merveille a été assez autonome et l'a fait avec ses connaissances. Donc c'était un choix aussi de prendre un étudiant en télédétection parce que je n'avais pas les compétences. Moi je suis écologue et j'ai fait du drone, et voilà, toute la partie sentinelle, tout ça, j'avais jamais utilisé. Donc voilà, c'était ces points-là que je voulais rajouter. Après, c'est vrai que comme il n'a pas fait les terrains drones ni les traitements drones, je comprends que ça manque un peu dans le rapport parce que c'est des choses qu'il n'a pas faites. Donc
voilà. Donc, mais les données ont été publiées, donc il y avait aussi des infos sur le jeu de données qui sont en ligne, donc ça permet aussi d'avoir ces infos-là. Et pour répondre à la question, les 45 sites, on les a couverts en 15 jours. Donc ça fait que c'est quand même pas un temps de terrain qui est si important que ça, sachant que par exemple le CSE en comparaison, eux, ils font 8 sites en 15 jours. Donc c'est là où on voit qu'on a presque un tiers du temps pour couvrir une zone plus large que les choses. Donc voilà, donc je tiens aussi à remercier Digitag, parce que c'est eux qui ont financé ce stage dans le cadre de ce travail. Donc, voilà, donc s'il y a d'autres questions, je peux répondre, mais je trouve qu'il a bien répondu aux différentes questions. Et c'est très bien de travailler avec lui. Ah oui, je voulais juste rajouter qu'on a eu beaucoup de problèmes informatiques, parce qu'en fait, on a un serveur de calcul à Dakar, mais on a eu énormément de coupures de courant, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de fois où Merveille lançait un calcul, et le calcul s'arrêtait en cours de route parce qu'il y avait une coupure de courant. Donc ça peut aussi jouer sur le fait que certains calculs ont mis beaucoup plus de temps que prévu, parce qu'on a eu ces problèmes de serveur. Donc je pense que c'est voilà, dans les choix qui ont été faits aussi. Merci, merci Simon. Je regarde peut-être que d'autres personnes, Samuel, avait des commentaires à. Alors, Oui, Samuel. vous m'entendez, ouais? Oui, Bonjour. très bien. D'accord. Bonjour Samuel. Merci. Bonjour à tous. Eh ben, merci Merveille pour cette présentation. Et c'était très clair et très didactique. J'ai bien apprécié. Effectivement, je rejoins un peu nos rapporteurs qui nous disaient que, côté drone, ça manquait un peu de savoir un petit peu ce qui se passait en amont des données finalement qu'ils traitent, mais c'est important de savoir comment ça a été traité et puis justement pour s'en approprier, il faut voir un petit peu c'est quoi les avantages et inconvénients de chacune de ces données. Donc justement, je voulais un petit peu, avant de dire, finalement, je vais poser une question après, mais là, finalement, ça a l'air que j'ai l'impression que le commanditaire, tout le monde a bien apprécié le travail, et il y a encore des choses à approfondir. Mais je me posais aussi la question, j'ai bien compris que dans le futur, c'est le prochain infrarouge. Mais il y a un problème qui est peut-être pas assez soulevé, c'est le problème de la calibration des données de façon radiométrique. Parce que là, on applique un modèle un peu partout. Est-ce que finalement les acquisitions par drone ont été à minimum standardisées pour qu'on puisse avoir un modèle qui puisse être un petit peu valide? Et puis deuxième question, c'est justement est-ce que ce modèle-là peut s'appliquer sur l'ensemble d'un territoire, sur un grand pays, ou est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire des modèles un petit peu plus stratifiés avec des zones peut-être écologiquement homogènes, puisqu'il y a des végétations qui sont certainement pas, je connais pas le Sénégal, mais du nord au sud, on n'a pas forcément les mêmes types de végétation, notamment en termes de couverts arborés. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas moyen aussi de faire une adaptation des modèles au regard de différentes zones écologiques? Merci. Je commencerai par répondre à la deuxième question, en fait. Oui, effectivement, c'est le choix de modèle, en fait. Donc, on l'a même annoncé dans nos perspectives et ça sera normalement fait. Donc, la question, c'est de voir pouvoir appliquer un modèle spécifique au sud et au nord. Comme vous l'avez dit, le type de végétation est différent suivant que nous soyons au sud et au nord. C'est effectivement voir l'effet d'application de modèles individuels sud-nord, disons que ce que ça pourra apporter en plus. Donc ça c'est une voie que nous avons à cœur de suivre et de tester en fait pour voir ce que ça nous donne en fait. Ouais. Après, pour ce qui est de la calibration radiométrique, en gros, des images de manière générale, si Simon va peut-être compléter, mais de manière générale, les drones ont été pris à des heures, disons, plus ou moins pareilles en fait. Donc, j'ai parcouru les différentes images en fait en termes de calibration
Ben, je pense que c'est plutôt standardisé en fait. Après, je sais pas trop. Peut-être que Simon me complétera là-dessus pour ne pas dire trop de bêtises. Bon, Ouais, Simon, si tu veux, voilà. ouais, donc c'est vrai que comme Merveille n'a pas fait le terrain, c'est sûr que c'est ça. Non, en fait, du coup, on avait des heures quand même assez différentes, puisque du coup, on faisait des journées, on faisait entre 5 et 6 vols. Mais on avait mis une grille au sol pour essayer de faire la correction. Mais ça n'a pas marché parce qu'en fait, la grille n'était pas de bonne qualité. Et en fait, finalement, on a quand même on a pas mal d'erreurs, on a pas mal d'écrits dans le papier. Aussi, surtout, un des enjeux principaux sur le drone, c'est d'arriver à bien replacer la mesure terrain sur le match. Parce qu'en fait, comme on est sur des zones très précises, donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas ce côté-là. C'est aussi un point qui pourrait permettre d'améliorer la précision, c'est ces histoires de calibration. Mais après, on a utilisé des indices comme des indices de végétation qui permettent de corriger un peu ces détails-là. Mais ouais, il y a des possibilités d'amélioration, comme le disait Merveille, aussi bien sur du prochain Croix Rouge, mais sur d'autres points, pour améliorer le modèle entre le terrain et le drone. Ben, merci pour ce complément d'information. Sinon, voilà, très bien. Bon, merci Samuel, merci Simon. Je regarde dans la salle ou même à distance. Donc, si vous voulez poser une question à distance, cliquez sur lever la main. Bon, je ne vois pas de questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on débriefe dans le jury. Donc, il est 54. Je propose qu'on se redonne rendez-vous dans 10 minutes à 9h05. Alors, les personnes dans la salle, je vous propose de sortir pendant 10 minutes. Les personnes à distance, donc les membres du jury, Simon, Samuel, qui sont à distance, je vous propose de basculer dans la salle jury. Si vous